I believe we should start again. So before lunch, we have two oral presentations. The first one will be given by Dr. Didier Monté. Dr. Monté is the leader of the team on food safety at CIRAD in Montpellier. He's also the vice chair of biotechnology group at the National French Agency for Food Safety. And he's very much involved on research on microbial ecology of food and food safety issues. So, Didier. Obrigado, Juan. Ok. Je vais parler français aujourd'hui, parce que je ne peux pas parler portugais, malheureusement. Bon dia. Ok, donc je travaille au CIRAD, qui est un institut qui travaille sur les pays en développement, comme vous devez peut-être le savoir. Et je travaille principalement sur deux zones géographiques qui sont l'Asie du Sud-Est et l'Afrique de l'Ouest. Donc je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour vous donner un court aperçu de comment lutter contre les pertes et puis quelles sont les pertes en alimentaire, hein, les pertes agricoles et alimentaires que l'on peut avoir dans cette zone du monde qu'est l'Afrique. Donc je remercie mes collègues aussi qui m'ont aidé à construire cette conférence. Voilà, alors je vais donner quelques généralités au départ pour vous montrer qu'entre maintenant et 2050, ça c'est des chiffres de la FAO, hein, toutes ces données viennent de la FAO qui sont les gens qui ont le plus d'informations sur ce sujet-là. Alors si on regarde l'énergie qui est demandée aux gens en consommation alimentaire, on s'aperçoit que la consommation alimentaire va grandir dans tous les pays de la planète. Hein. Ici, vous avez la valeur mondiale, et puis là, on a les pays développés, et puis ici, vous avez l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Asie. Donc tous les pays sont demandeurs d'énergie, ce qui est normal, puisque on assiste à un développement économique dans tous les pays en développement, d'où le terme de développement. Et donc, la demande énergétique est supérieure. Par contre, si on convertit la demande énergétique en termes de production, là, on arrive à une demande en production qui va doubler d'ici 2050. Et on espère ne pas aller au-delà de 2050 en augmentation de la production, et plutôt assister à une décroissance après, mais ça, rien n'est sûr à ce niveau-là. Ok. Alors, une des façons de produire de l'alimentation, c'est évidemment augmenter l'agriculture. Ça, on y a eu droit assez largement ce matin. Mais une autre façon aussi, ce serait de réduire les pertes post-récolte. Alors ici, j'ai trouvé ce transparent sur les pertes post-récolte. On s'aperçoit que dans les pays développés ou les pays non développés, on a également des pertes qui sont très importantes. Alors ici, vous avez les pertes en rouge qui sont les pertes au niveau du consommateur, et ici, en bleu-gris, les pertes qui sont liées à la production. On s'aperçoit que dans les pays développés, ici, là, tout ce qui est industriel, les pertes sont essentiellement, enfin, sont dues à la fois à la production et à la consommation. Les consommateurs sont des gros gaspilleurs. Vous avez ici, par exemple, en Europe, on gaspille 280 kilos par an de produits alimentaires, donc des produits qui sont jetés, ce qui représente 32% de la production alimentaire qui est perdue. Les déchets alimentaires en Europe sont de 95 kilos par an. Alors la différence entre déchets et perte de production alimentaire, la production alimentaire va du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, alors que ici c'est du gaspillage pur. Alors que dans les pays du Sud-Sahara, on a une perte qui est proche de 170 kilos par an et par habitant en perte de produits alimentaires. Et par contre, les déchets sont extrêmement faibles, comme on peut le voir au niveau des consommations ici, dans les pays qui ne sont pas encore très développés. Alors tout simplement parce que les gens consomment la totalité des produits qu'ils produisent. Ça, c'est la grande différence qu'il faut noter à l'heure actuelle. Alors si on regarde la chaîne alimentaire de production, là, donc de la production jusqu'à la consommation, on s'aperçoit que en jaune, là, les pays en développement ou les pays développés ont à peu près les mêmes pertes de production. On assiste même à une perte de production supérieure dans les pays développés que dans les pays en développement. Par contre, si on regarde au niveau de la consommation, c'est essentiellement les pays développés qui perdent leurs aliments au niveau du consommateur. Le consommateur gaspille beaucoup d'aliments. Alors que dans toutes les parties intermédiaires, là on a une égalité à peu près au niveau pays développés et pays non développés. Hein. Vous voyez, processing et packaging, c'est exactement la même chose.
ici, là, au niveau handling et storage, c'est surtout des pertes au stockage qui se passent dans les pays en développement, hein. Ça, je vais le développer par la suite, hein. Alors ici, je vous montre par exemple, je vais vous donner quelques exemples tout au cours de ma conférence, des exemples réels qui existent. Vous avez ici un séchoir de noix du Brésil. Alors, ce n'est pas très africain, mais c'est le même problème pour le café et le cacao. Donc ici, toutes les taches noires que vous pouvez voir ou que vous ne pouvez pas voir, ce sont des moisissures. Bon, ces moisissures sont souvent des moisissures toxinogènes qui font que ces produits-là vont être refusés au niveau de l'importation en Union européenne, aux États-Unis ou au Japon. Là, c'est un produit qu'on apprécie beaucoup en apéritif. Alors, des séchoirs simples comme ça, c'est très facile à fabriquer, mais quand on questionne les gens en Amazonie, ils vous disent, nous, on a du bois, mais on n'a pas de grillage. Donc, ils ont des difficultés à faire ce genre de choses. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'on avait un projet FAO de 600 000 €, et à aucun moment on n'a pensé à acheter du grillage, hein. Alors, quelles sont les pertes après récolte? Il y a deux types de pertes, hein. Il y a les pertes physiques classiques, c'est-à-dire l'aliment lui-même va perdre son eau. Donc là, on peut avoir des pertes jusqu'à 10-15% d'eau. Il y a des pertes qui sont dues aux rongeurs ici, donc on le verra aussi par la suite. Et puis il y a aussi des pertes dues aux normes, par exemple. Si vous avez un produit alimentaire qui ne respecte pas certaines normes sanitaires, votre produit va être refusé. Alors, refusé en Europe, refusé aux États-Unis, refusé au Japon, peut-être un petit peu en Amérique latine. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe quand votre produit alimentaire est refusé? Il n'est pas détruit, comme le dit la réglementation. La réglementation européenne impose une destruction du produit, mais par contre, il est réexporté. Alors, il est réexporté dans les pays qui n'ont pas de réglementation. Bon, évidemment, l'Afrique est une poubelle dans ce domaine, une poubelle alimentaire bien connue. Les pays de l'Est, aussi en Europe, servent de poubelle aux exportations de produits qui ont des problèmes sanitaires. Aussi, je vous présente du poisson, par exemple, fabriqué au Vietnam. Et ces poissons-là qui sont filetés, qui sont produits dans des conditions tout à fait normales, on va dire, quelquefois dépassent les normes en termes de teneur en antibiotiques, et donc sont refusés au niveau de l'Union européenne et vont se retrouver sur les marchés russes ou les marchés des pays de l'Est. Alors les pertes, on en a à tous les niveaux, hein, récolte, séchage, battage. Ici, vous avez par exemple un silo à grains. Là, dans des conditions comme ça, ce sera pas mal, la conservation, il n'y a pas trop d'humidité, ça va aller bien. Dès qu'on aura un peu d'humidité, on va avoir à faire des destructions de moisissures. Ici, ce sera peut-être plus les insectes qui vont attaquer et les rats. Donc on a au niveau du transport, de la distribution, on a aussi des pertes. Dans un container, par exemple, on peut avoir des attaques de moisissures. Partout où il y a de la condensation, on peut avoir des attaques de moisissures qui vont détruire les récoltes. Évidemment, au niveau de la cuisine, de la consommation, de la consommation individuelle à la maison, on a des pertes aussi qui peuvent être importantes. Voilà. Alors tout ça, c'est dû à des systèmes qui sont extrêmement complexes, hein. Les systèmes post-récolte, alors le post-récolte, c'est après la récolte, mais il y a aussi des problèmes avant la récolte. Là, je ne vais pas trop discuter de ça. Alors, il y a des facteurs qui sont dus au changement naturel du produit alimentaire. Ici, vous avez une photo de banane qui est en train de pourrir, on va dire. Alors celle-là, elle va être de moins en moins appréciée, de moins en moins commerciale. Donc ça va être une perte nette sans que personne ait agi sur quoi que ce soit. Alors, la banane, c'était quelque chose qui est extrêmement compliqué à exporter. Il faut des containers, il faut des traitements sous gaz inertes, enfin c'est très très compliqué, donc c'est pas donné à tout le monde. Et dans le domaine de la banane, on assiste à des professionnels qui sont extrêmement restrictifs, extrêmement, je dirais, mafieux, qu'il est très difficile à bouger au niveau scientifique. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure qui vous expliquera tout ça. Alors, il y a des facteurs qui sont physiques aussi. L'humidité, la température, alors là on assiste, la température va augmenter tous les métabolismes des fruits, donc va les conduire à une destruction. Sur l'Afrique, on assiste à une destruction simplement naturelle des fruits qui doit être de 70 à 80% de la production, donc des pertes qui sont énormes. Alors les facteurs biologiques, ça c'est plus ma spécialité, les moisissures, les insectes, les rongeurs. Donc les moisissures, c'est un problème réel, hein, les moisissures, ce que vous voyez sur vos fromages, hein. Quand elles poussent, l'aspect n'est pas terrible, mais surtout, il y a certaines moisissures qui vont produire des toxines qui sont extrêmement cancérigènes, hein, qu'on appelle les mycotoxines. Voilà. Ici, je vous mets une photo d'un produit ivoirien qui est du poisson fermenté dans des jarres. Et ici, quand on fermente de façon artisanale comme ça, on produit de l'histamine, qui est un produit extrêmement toxique pour l'homme.
et les premiers symptômes que l'on a chez les Africains, c'est des gens qui se grattent et ils ne savent pas pourquoi, et en fait c'est dû simplement à de l'histamine. Et là au niveau européen, évidemment, ces poissons ne peuvent pas être exportés puisqu'ils dépassent les teneurs en histamine réglementaires. On trouve des doses quelquefois en Afrique, des doses que l'on dose au laboratoire, qui sont énormes et qui pourraient tuer des enfants européens s'ils mangeaient ces produits-là. Hein. Ça, c'est pas un de mes transparents, là, je crois qu'il n'y a plus rien. Là, je peux rien faire. Là. Voilà, ça revient. Voilà. Alors, là, j'ai fait un classement qui est complètement de moi, on va dire. Il y a des cultures qui sont très facilement conservables. Alors, les céréales, il suffit de les mettre dans un endroit sec, elles se conservent sec et isolées des insectes ou des ravageurs. Là. Donc ça, c'est assez facile. Par contre, il y a des cultures, là, comme l'oignon, qui sont extrêmement périssables. L'oignon, on ne peut quasiment pas le conserver frais. On est obligé de le faire sécher un peu. Et là, on commence à être demandeur de technologie. Alors ici, vous avez des séchoirs à oignons qui sont pas mal du tout. Il faut que ça soit aéré, que l'air puisse circuler. Mais même des technologies comme ça, on ne les trouve pas partout. Hein. Les conditions climatiques aussi, c'est un petit peu le même problème. Dans les pays secs, ça va être tout ce qui est insectes et rongeurs qui vont détruire les aliments. Et dans les pays humides, on va plutôt assister à des attaques beaucoup plus vicieuses qui sont essentiellement les moisissures. Les bactéries détruisent peu, les levures détruisent peu, mais les moisissures vont aider à détruire beaucoup. Hein. Alors ici, je vous mets quelques moisissures, une photo de moisissure que l'on trouve sur des graines de café. Là. Alors la moisissure elle-même, c'est pas trop un problème. Ce qui est dangereux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les mycotoxines. Évidemment, il y a des normes sur les mycotoxines qui font que ces produits ne peuvent plus être exportés. En ce moment, on négocie beaucoup sur le cacao actuellement au niveau mondial, puisqu'il y a des normes qui sont en cours de création au niveau de l'Union européenne et qui vont créer une espèce de phénomène important au niveau des producteurs de cacao sur la planète, hein, en particulier la Côte d'Ivoire où on travaille pas mal. Alors les pertes post-récolte, on est incapable de les estimer, de les connaître, on n'a aucune statistique. Hein. Et donc c'est que de l'estimation et on n'est pas à l'aise là-dessus pour y travailler. Alors ici, je vous donne des exemples un peu plus précis que tout à l'heure, qui ont trait au blé et au riz. Donc le blé, on va le retrouver plutôt dans les pays riches et le riz dans les pays un peu moins riches, malgré que les pays riches consomment aussi du riz. Mais le riz, on voit que c'est une céréale qui se développe sur toute la planète, évidemment qui est due à des importations. Et quand on dit importation, on a des manutentions, des transports qui peuvent conduire à des pertes supplémentaires. Alors le blé, dans tous les pays riches, sont essentiellement perdus lors des consommations. Vous voyez que les process sont relativement simples sur les céréales. C'est hyper facile. Et on retrouve exactement les mêmes phénomènes en Afrique ou en Amérique latine ici. Donc les pertes essentiellement dues au niveau des consommateurs et pas au niveau des transports. Donc ici vous avez le post-harvest, c'est-à-dire tout ce qui est traitement là, qui est plus important dans les pays pauvres. En ce qui concerne les racines et tubercules, on observe à peu près la même chose. Beaucoup plus de pertes au niveau production et agriculture, tout simplement parce que les tubercules sont des produits qui sont remplis d'eau et donc qui pourrissent plus vite. Donc on a des pertes ici beaucoup plus importantes. Et on observe toujours qu'en Afrique, les consommateurs ne gaspillent rien. Donc ça, c'est important. Alors, la différence entre la pomme de terre, c'est plus un produit de pays riches et le manioc, plus un produit de pays pauvres. Bon, on observe exactement les mêmes choses pour tous les autres produits, hein, que ce soit avec des problèmes sanitaires qui sont un petit peu différents. Alors, ce qu'on observe sur la planète, c'est tous les changements humains, hein. Les villes qui grossissent. Donc les villes qui grossissent, ça veut dire plus de transport, ça veut dire plus de conditionnement. Alors les conditionnements sont plus ou moins bien faits selon les pays. On voit des plastiques qui peuvent être dangereux pour la santé, qui sont utilisés. Les transports sont faits souvent dans des conditions un peu spéciales, avec des tout petits camions. Il y a des choses étonnantes des fois qu'on peut voir sur le post-récolte. Une ville comme Bangkok, par exemple, n'a pas de ramassage de poubelles quasiment. Donc on sait que les Asiatiques recyclent beaucoup mieux que les Africains ou les Latino-Américains, et évidemment beaucoup mieux que les Européens.
Voilà. Alors, tout ça évolue en permanence et on a énormément de mal à le chiffrer. Alors, on a tout à l'heure parlé du travail des femmes qui est très important. Je vais vous donner un exemple là, que l'on a vécu en réel sur le karité. Là. On a eu un projet européen il y a quelques années sur le karité, ce qui était... Alors en tant que technologue agroalimentaire, on s'était dit, tiens, pour augmenter les rendements, il suffit d'augmenter le nombre d'arbres. C'est relativement facile dans ces coins-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Il suffit de mettre des machines à la disposition des femmes, ça c'est relativement facile. Pour broyer des graines, on met une machine, on gagne du temps. Le seul truc qu'on ne savait pas, c'était que le karité est un phénomène social dans ces pays producteurs, et que c'est les femmes qui produisent et qu'elles sont très contentes d'aller vendre leurs produits à la ville. C'est une façon de sortir de la campagne, c'est de vendre du karité. Donc en partant de là, ils nous ont foutu en l'air toutes nos théories faciles de technologues. Et donc on était un petit peu gênés. Alors, on s'est trouvé avec beaucoup d'argent et à ne pas pouvoir produire une seule machine. C'était très intéressant. Donc le travail des femmes, il faut en tenir compte aussi. Voilà. Alors dans les pertes post-récolte, il faut tenir compte de plusieurs choses. Comme les études d'impact inattendu. Là. Alors, je vais vous raconter cette histoire de la banane hybride. Là. Actuellement, là, sur les Caraïbes, ce n'est pas une zone d'Afrique bien connue, les Caraïbes, on a un champignon qui attaque les bananes et les bananiers. Alors là, on peut dire que tous les bananiers des Caraïbes vont disparaître dans les 2 ans qui viennent, sauf que le CIRAD a trouvé évidemment une variété hybride qui résiste à cette maladie. Alors le problème de cette banane hybride, là c'est très simple, les scientifiques disent aux commerciaux, alors les commerciaux évidemment n'ont rien voulu faire pendant des années, ils ont accumulé de l'argent, ils ont commercialisé leurs bananes, et ils sont arrivés jusqu'à la perte totale de leur système de richesse. Alors arrive une banane hybride qui résiste très bien aux maladies, mais cette banane hybride n'avait jamais été testée dans les transports, ni jamais testée en termes de dégustation des bananes auprès des consommateurs. Et donc tout ça reste à faire et tout ça évidemment se fait dans l'urgence maintenant que l'on est dans l'urgence. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle des effets inattendus, des pertes ici qui sont dues à une moisissure. C'est ce qui se passe sur le canal du Midi et pour les Français aussi sur les platanes. Hein. C'est une fois que la maladie est là qu'on s'en aperçoit. Voilà, donc il faut... Dans le domaine alimentaire, il faut tenir compte de tout cela, tous les aspects technologiques, sensoriels, nutritionnels et sanitaires. Alors, technologique, c'est intéressant. On avait aussi des spécialistes du CIRAD qui avaient produit une noix de coco sans coque pour gagner du temps. Le problème, c'est qu'une noix de coco sans coque, ça ne se transporte pas. Et les technologies n'étaient pas sur place dans les zones de production. Celui-là, je vais vous le passer, on gagnera un peu de temps. Alors, ce qu'on recommande. Là. Alors, on va vous recommander, nous, au CIRAD, des innovations technologiques. Alors, innovation technologique, c'est très facile. Il y a la solution ancienne européenne qui consistait à dire, tiens, il y a des machines qui existent, on va les importer directement en Afrique. Bon, ça, on s'est aperçu que ça ne marche pas très très bien. Alors, ce qu'on fait, nous, ce qu'on propose, nous, c'est des adaptations de technologies avec des gens qui travaillent sur la mise au point de méthodes et de techniques qui sont adaptées directement à la taille du producteur. Hein. Donc, il est assez différent de travailler une machine pour Nestlé et une machine pour un producteur africain. Et tout ça se fait maintenant très bien. Alors, les pertes sont... Les innovations, il faudrait qu'elles soient à tous les niveaux. Hein. Des containers, par exemple, on travaille sur des containers qui pourraient avoir des systèmes gazeux qui permettraient de maintenir les aliments sans attaque d'insectes, par exemple, ou sans attaque de moisissures. Ce n'est pas si simple à faire que ça, parce qu'il y a des traditions ancestrales et puis beaucoup d'argent dans ces domaines-là. Les emballages aussi, très difficiles à travailler. Je sais pas, vous avez sûrement l'habitude de naviguer sur la planète, mais les emballages en pays en développement sont souvent extrêmement mal faits. Ils sont souvent très rigides, ils sont mal refermables. Donc on observe des pertes à tous ces niveaux-là. Hein. Voilà. Alors des mesures qui sont favorables à la réduction des pertes. Alors là c'est compliqué aussi, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de normes. Si on met des normes qui sont drastiques au niveau de la sûreté sanitaire des aliments, on va favoriser les pertes post-récolte et on va déplacer le commerce des produits des pays riches vers les pays les plus pauvres. Les pays riches, ça ne leur pose aucun problème d'avoir ce genre de choses. Dans les pays
les plus pauvres, ils sont demandeurs actuellement de normes, donc plus on va augmenter les normes, plus on aura de pertes. Alors comme actuellement les pays pauvres servent de poubelle aux pays riches, en ce qui concerne les normes sanitaires, on ne sait pas trop ce que ça va pouvoir donner le jour où ils auront leurs normes à eux. Hein. C'est un peu pareil sur les terres. On ne sait pas quel sera l'impact. Bon, évidemment, pour travailler tout ça, il faut une somme de spécialistes qui est assez considérable. Et actuellement, il n'existe quasiment pas de projet sur ces thèmes-là, hein, sur la planète. Hein. On ne trouve pas de financement qui permettent de travailler sur ces domaines-là. Hein. Alors nous, ce qu'on aime travailler dans ces pays-là, c'est du travail de technologie. Tout à l'heure, il y a un des speakers qui a parlé d'augmenter l'agriculture, mais ça ne suffit pas. Si on augmente l'agriculture seule, on va assister à des exports de produits, à des commercialisations de produits qui ne sont pas forcément utilisés sur place. Alors le grand problème de l'Afrique, c'est la transformation. Alors ici, je vous montre une figure d'un petit appareil qui est relativement simple, mais qui sont extrêmement peu coûteux à fabriquer. Et l'Afrique manque de technologie de transformation. Et évidemment, la valeur ajoutée du produit se fait au niveau de la technologie, hein, ça ne se fait pas au niveau de l'agriculture. Hein. Alors, il y a des problèmes divers, des problèmes d'énergie. On assiste dans certains pays à un manque d'énergie, donc ça, c'est difficile à gérer aussi, parce qu'il faut souvent de l'électricité, à la fois pour refroidir, pour sécher, pour broyer. Et ça, s'il n'y a pas d'électricité, on est assez mal. Alors évidemment, il y a des chercheurs qui travaillent sur des énergies nouvelles. J'ai vu sur le karité encore hier, là, il y a des chercheurs qui transforment les coques de la graine de karité en énergie pour pouvoir faire marcher des machines qui vont permettre après de broyer, de sécher. Alors, à partir du moment où on met les machines, on crée des problèmes sociaux qui sont différents. Est-ce qu'il ne faut pas... Voilà. Alors, les petites entreprises sont souvent gérées par des femmes avec un grand savoir-faire. Ça, c'est une des conclusions que l'on a sur l'Afrique. Alors, notre hypothèse est que l'introduction de technologies appropriées est intéressante, mais surtout qu'elle doit se faire à proximité des zones de production. C'est à partir du moment où on crée du transport, on crée une valeur qui est trop haute hein, en termes de prix. Hein. On l'a vu hier, je crois, hein, en conférence. Donc, le transport en Afrique est beaucoup plus coûteux qu'en Europe, et donc ça pose des problèmes. Alors, les premières étapes de transformation doivent se faire au plus près. Alors ici, je vous montre aussi quelque chose d'anecdotique. Là, c'est le ramassage d'une cabosse de cacao en Côte d'Ivoire. Vous voyez cette machette-là, cette machette qui sert à couper. Pour nous, en termes sanitaires, c'est un vrai problème parce que les gens, plutôt que de se baisser, vont utiliser la machette pour attraper la noix, enfin la cabosse par terre, et vont créer des coupures qui vont favoriser la rentrée de moisissures dans le produit, et donc l'apparition de toxines. Donc ça, c'est des choses qu'on observe. C'est très simple théoriquement à en parler. Par contre, sur le terrain, c'est difficile. Ces gens-là ne parlent pas le français. Il est très difficile de les aborder. Donc, il faut créer des coopératives, il faut créer des professeurs de professeurs. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et tout ça, ça évite les pertes. Donc voilà, j'en arrête là sur la réduction des pertes post-récolte et puis j'attends vos questions.